Le besoin de mesurer le temps est au départ lié à l'agriculture, avec particulièrement le solstice d'hiver, marquant la fin de la journée la plus courte de l'année et donc le retour du soleil menant à la germination des graines semées durant l'automne, permettant à ces civilisations de survivre. Pour cela, on a l'idée d'aligner des pierres en utilisant leur ombre, à l'image de Stonehenge en -3000. Nous avons donc comme principe des ombres portées avec comme énergie moteur le soleil. Le système se perfectionna ensuite avec le principe du cadran solaire pour diviser les heures du jour, en utilisant un bâton et un marquage au sol. Ce mélange de principes et de technologies babyloniennes et égyptiennes arriva chez les Grecs en -600. Nous avons donc comme principe toujours les ombres portées, avec comme énergie moteur toujours le soleil. Mais le besoin de mesurer plus précisément le temps nous vient de la démocratie grecque. En effet, il fallait égaliser le temps de parole des politiciens. C'est ainsi qu'en -270, les Grecs utilisent la clepsydre, que l'on peut traduire grosso modo par « eau qui se dérobe ». Par la suite, ce système a aussi servi pour mesurer le temps lors d'expériences scientifiques ou pour les durées des gardes dans la Légion romaine. Le principal problème de la clepsydre était de parvenir à stabiliser le débit de l'eau. Pour cela, on utilisait un premier réservoir gradué qui servait à mesurer le temps. Puis, au-dessus, on mettait un deuxième réservoir. Le problème, c'est que celui-ci, étant donné qu'il se vidait, n'avait pas un niveau d'eau constant. Par conséquent, on a ajouté un troisième réservoir, alimentant le second, lui permettant d'avoir un niveau d'eau constant. Les Grecs ayant même pensé à une évacuation au sommet du second réservoir pour être absolument certains que le niveau d'eau reste parfaitement constant tant que le troisième réservoir se vide. Et là, nous avons donc une évolution avec comme principe un mouvement par écoulement. Quant à l'énergie moteur, c'est désormais la gravité qui est utilisée. Enfin, pour ce qui est de réguler le débit de l'eau, il y a le troisième réservoir permettant d'avoir un débit constant. Ce système évoluera plus tard pour donner naissance à l'horloge à eau, où dans l'un des réservoirs on mettait un flotteur qui, poussé par la force de l'eau, activait un mécanisme rudimentaire. Ce principe de l'écoulement donna naissance au sablier au XIIIe siècle, en remplaçant l'eau par du sable très fin ou de la coquille d'œuf broyée. Grâce à ce composant de remplacement, plus de problèmes de débit. Le diaphragme au centre du sablier fait parfaitement le travail. Il faut juste que le sablier soit droit sans bouger. Il sera l'instrument de mesure du temps le plus répandu jusqu'au XVIIIe siècle, car le moins cher et il n'y avait pas besoin de plus de précision au quotidien. Nous avons donc comme principe toujours un mouvement par écoulement, avec comme énergie moteur toujours la gravité, et pour ce qui est de réguler le débit du sable, il y a le centre du sablier appelé diaphragme. C'est à la fin du XIIIe siècle que survint alors la révolution mécanique. À cette époque, les horloges hydrauliques sont assez fréquentes dans les monastères et les cathédrales. Elles permettent de signaler une heure particulière, comme le réveil par exemple. Ces machines de plus en plus sophistiquées se voient adjoindre des rouages et les premiers systèmes de réveil automatique, comme nous venons de le dire. Quant au mot horloge, il vient du latin horlogium, que l'on peut traduire littéralement par « qui dit l'heure ». Et c'est au XIVe siècle que l'on retrouve la mention des premières horloges 100% mécaniques, avec roue et balancier, dont celle de Richard de Wallingford, un mathématicien anglais qui a apporté d'importantes contributions aussi bien à l'astronomie qu'à l'horlogerie. Mais alors, comment ça marche ? On a l'idée d'utiliser un poids attaché à une corde, la corde étant enroulée autour d'un essieu. Nous avons donc désormais comme principe un mouvement qui se fait avec des rouages. Quant à l'énergie, c'est toujours la gravité qui est exploitée, prenant la forme d'un poids. Mais tout comme la clepsydre avec son troisième bac, ou le sablier avec son diaphragme, le mouvement doit être régulé. Et ce nouveau régulateur, devant rendre le mouvement de l'essieu le plus régulier possible, prend alors la forme d'une roue dentée qui tourne au rythme d'un balancier.
qui, seconde après seconde, laisse échapper l'énergie du poids. La pièce maîtresse à l'extrémité du balancier, s'appelant d'ailleurs très justement l'échappement. Et à chaque fois que l'échappement régule le mouvement, il rentre en contact avec la roue dentée fixée à l'essieu. C'est ni plus ni moins que l'apparition du tic et du tac. Résumons. Nous avons comme principe un mouvement par rouage, avec comme énergie la gravité prenant la forme d'un poids, puis grosse révolution avec le régulateur prenant cette fois-ci la forme d'un balancier de type pendule. Cette nouvelle technologie va alors commencer à se répandre en Europe. On trouve plus de 30 témoignages d'achat d'horloges mécaniques pour les monastères, les cathédrales et les demeures princières à des prix astronomiques. Petit à petit, l'horloge mécanique va alors se mettre à remplacer la fastidieuse horloge à eau qu'il faut tout le temps nettoyer, remplir ou vider. Ces premières horloges mécaniques ne possédaient pas de cadran. On ne les avait pas encore inventées. On peut dire qu'elles étaient aveugles. Le déclenchement de leur sonnerie devait s'effectuer à partir de chevilles situées sur une roue du mécanisme. Ce n'est qu'un peu plus tard qu'une innovation considérable bouleversera l'histoire de l'horlogerie. En effet, c'est à Milan, en 1336, qu'une horloge particulière est installée sur un clocher de la ville. Sa particularité, sonner les 24 heures du jour avec un nombre de coups correspondant à l'heure du moment. Cette façon de sonner automatiquement les heures, utile pour toutes les catégories de la population, est une véritable innovation. Ce nouveau principe de sonnerie sera le déclencheur de la diffusion des horloges sonnantes. Fortes de leur succès auprès des populations, les horloges sonnantes vont rapidement se propager. Les villes italiennes seront leur berceau dans la première moitié du XIVe siècle. Puis elles se répandront dans toute l'Europe au cours des 50 années suivantes. Bien entendu, n'oublions pas l'apparition du cadran pour visualiser les heures. Et figurez-vous qu'au commencement, c'était ni plus ni moins que le cadran qui tournait devant une aiguille fixe. Ce n'est qu'après que le cadran deviendra fixe avec l'aiguille se mettant au travail. La division du cadran en 24 heures n'était cependant pas très pratique pour lire et surtout compter les heures sonnantes. Le cadran se simplifiera avec des cadrans de 12 heures. L'horloge prenant alors place tout en haut des tours, des clochers et des beffrois, où elle sera visible et entendue de tous à travers toute l'Europe. Mais alors, pourquoi 24 heures ? Notre façon de calculer le temps remonte à l'antique Babylone, il y a environ 5000 ans. Les Babyloniens comptaient non pas à coups de 10 comme nous, mais par tranches de 12. Ils comptaient sur leurs phalanges à l'aide de leurs pouces, comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. De plus, ce nombre était divisible par 3, 6 et 12, ce qui est beaucoup plus commode pour faire des calculs, division, multiplication, etc., que de compter par 10, qui est un nombre qui se divise que par 2, 5 et 10. Dans leur système, les chiffres 12, 60 et 360 sont considérés comme des chiffres ronds, comme nous avec 10, 100 ou 1000. Les Babyloniens avaient observé qu'il s'écoule approximativement 360 jours avant que le cycle des saisons et celui des constellations ne se reproduisent, c'est-à-dire avant que ne recommence une autre année. Or, coïncidence, le nombre 360 est un beau multiple de 12. Par conséquent, ils ont divisé le cycle en 360 degrés, car ils assimilaient le cycle des saisons à un cercle. C'est ainsi qu'en comptant sur leurs doigts, les Babyloniens ont divisé le jour en 12 heures et la nuit en 12 heures également. D'où la journée de 24 heures. Ils ont aussi divisé l'année en 12 mois, de même que le ciel en 12 constellations principales qui sont les 12 signes du zodiaque. Puis, fidèles à leur système de base 12, ils ont divisé chaque heure en 60 minutes et chaque minute en 60 secondes.
Quant à la semaine de 7 jours, elle est due au fait que les Babyloniens avaient repéré 7 astres se déplaçant dans le ciel. Le Soleil, la Lune, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus et Saturne. D'où le fait qu'aujourd'hui encore, les jours de la semaine sont nommés d'après ces astres, avec lundi pour la Lune, mardi pour Mars, mercredi pour Mercure, jeudi pour Jupiter, vendredi pour Vénus, Saturne pour samedi et enfin dimanche pour le Soleil. Sunday en anglais. On peut quand même noter que heureusement que les Babyloniens ne pouvaient voir ni Uranus, ni Neptune, ni Pluton, parce que sinon on aurait été quitte pour une semaine de 10 jours. Bref, la chose se transmettant des Babyloniens aux Égyptiens, puis aux Grecs, jusqu'à nous. Au XIVe siècle, les horloges sont des grands symboles de luxe et de pouvoir, comme en témoignent leurs propriétaires. Le roi de France, Philippe le Bel, dès 1314, le pape d'Avignon, dès 1365, sans parler du duc de Bourgogne, Philippe le Bon. Les horloges vont devenir de plus en plus perfectionnées, indiquant le mouvement des planètes. C'est l'apparition de l'horloge astronomique. Mais impossible de réduire la taille de ces machines à poids, jusqu'à l'arrivée d'une nouvelle forme d'énergie n'utilisant plus la gravité comme l'eau, le sable et le poids l'avaient fait avant lui. Cette invention nous vient d'Italie. C'est le ressort en spirale. C'est lui qui va remplacer le poids. Ainsi on a, comme principe, toujours un mouvement par rouage, comme énergie, un ressort en spirale, et comme régulateur, un balancier de type pendule. Cette innovation va favoriser la miniaturisation des mécanismes, ce qui mènera à la révolution des premières horloges de table au XVIe siècle. Mais la mécanique s'enraye dès lors qu'on la déplace, le pendule étant tributaire d'une position statique. Ça mènera au successeur du pendule qui régulait le mouvement, le folio. Le folio, c'est un tourniquet qui tourne un coup à gauche, un coup à droite. La vitesse du mouvement étant régulée par des poids plus ou moins éloignés de l'axe central, jouant ainsi sur l'inertie, ralentissant le déploiement du ressort en spirale. Le mécanisme est désormais libéré de ses contraintes d'énergie, qui jouait sur la position statique en plus de la taille avec les poids, et de balancier régulateur, qui jouait également sur la position statique avec le pendule. Les poids étant remplacés par un ressort en spirale, et le balancier de type pendule évoluant en balancier de type folio. Résumons. Comme principe, on a un mouvement par rouage, comme énergie, un ressort en spirale, et comme régulateur, un balancier de type folio. Le mécanisme peut désormais fonctionner tout en étant à la fois petit et transportable. Cela va mener à l'apparition durant le XVIe siècle des premières montres. Cependant, pour ce qui est de la précision, ça n'est pas encore ça. En effet, elles peuvent avancer ou retarder de 30 minutes par heure selon que le ressort soit remonté à fond ou distendu. Pour les remettre à l'heure, on se repère au midi solaire chaque jour. Comme vous pouvez le voir, on n'utilisait pas encore de verre, il y avait un rabat. Mais le moindre grain de sable dans la machine et tout s'arrête, sans parler de l'humidité, des variations de température qui agit sur le métal. On verra alors apparaître dans les cours royales des horloges portées comme des bijoux sur des costumes d'apparat. Un petit peu comme la mode des cordons de portable aujourd'hui. La montre étant considérée de facto comme un symbole de très grande richesse et de pouvoir, à l'image aujourd'hui des Rolex. Sauf qu'il fallait ajouter à cela un côté ultra technologique de l'objet. Ça dépassait de loin le stade d'avoir le dernier iPhone. C'était comparable à avoir un mini satellite autour de son cou. Surtout que, comble du luxe, certaines sonnaient. Objets d'ultra-luxe, symboles de pouvoir et de richesse, ce sont de véritables objets d'art et de science ornés comme des bijoux. La constante demande de ces mécanismes provoque le développement du métier d'horloger dont les premiers centres sont Blois, Paris, Genève et Londres. La poursuite du perfectionnement mécanique mènera à la création d'horloges à carillon et d'automates,
dont le descendant est le coucou. Les automates se sépareront de l'horlogerie par la suite, pour devenir des amusements pour rois comme la caravelle de François Ier, un automate entièrement animé traversant la table au milieu des convives. Mais ces machines imitant la vie vont également avoir un impact sur la philosophie, avec des questions du genre « Est-ce que nous aussi, on est des machines complexes créées par un grand horloger ?» Après tout, la nature est si bien construite qu'il doit bien avoir un grand horloger. Et si on réussit à comprendre ces mécanismes créés par cet horloger, on pourra mieux le comprendre et donc du coup mieux s'en rapprocher. C'est le déisme des philosophes des Lumières du XVIIIe siècle. Durant le XVIIe siècle, on cherche à augmenter la précision toujours plus loin, en résolvant le problème du folio. Le problème avec le folio, c'est que même s'il fonctionne quand on le déplace, le mouvement influe sur son rythme, le faisant accélérer ou ralentir, ce qui rend les horloges imprécises. L'idée de génie sera de lui mettre à lui aussi un ressort en spirale pour uniformiser son mouvement. Résumons. Comme principe, on a un mouvement par rouage, comme énergie, un ressort en spirale, et comme régulateur, un balancier de type ressort en spirale. Il y a désormais deux ressorts dans l'horloge, celui de l'énergie et celui qui régule le mouvement. Le gain de précision apporté provoque l'apparition des aiguilles des minutes. Les plus perfectionnées atteignent 10 minutes de retard par jour, bien loin des premières montres pouvant avoir un décalage de 30 minutes par heure. Au XVIIIe siècle, l'horloge est toujours un objet technologique de luxe. Il était de bon ton, quand on en avait les moyens, de posséder cette technologie chez soi. Grâce à la multiplication des horlogers, la pendule commence à devenir accessible au haut de la classe bourgeoise et plus seulement à la noblesse. Le boîtier protégeant le mécanisme se transformant en véritable écrin d'art protégeant son joyau mécanique, se chargeant de plus en plus d'apparat et de symbolique. Prenons par exemple cette horloge. On peut voir au milieu des sculptures du boîtier une figure d'homme à deux visages. C'est la représentation du dieu romain Janus. C'est ce dieu-là qui donna son nom au mois de janvier. Il a un visage jeune tourné vers l'avenir et un visage vieux tourné vers le passé. Il tient également dans ses mains les clés des solstices d'hiver et d'été. On peut voir que, en plus d'une clé de solstice, il a dans l'une de ses mains un serpent qui se mord la queue. C'est le cercle d'Ouroboros, un symbole très ancien. Ce symbole renferme en même temps les idées de mouvement, de continuité, d'autofécondation et en conséquence d'éternel retour. Ce symbole de continuité et d'inscription dans le temps, on peut également le voir représenté sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, au-dessus du bonnet phrygien, symbole de liberté. On l'a mis là afin de représenter l'inscription durable dans le temps des nouveaux droits de l'homme et du citoyen. Sur cette autre horloge, du musée de l'horlogerie de Besançon, on peut également voir sous le cadran un panneau représentant deux angelots. L'un touchant une chouette, symbole de la nuit, l'autre touchant un coq, symbole du jour, de la Renaissance. Et au centre, un sablier ailé, symbole du temps qui passe. À l'intérieur du cartouche, on peut voir également une représentation du dieu Apollon sur son char, qui devait, dans la mythologie grecque, traverser le ciel chaque jour, illuminant la terre. Et pour la petite anecdote, on pense que l'invention de la roue pourrait justement venir de la forme circulaire des astres, à l'image de la roue du char d'Apollon. Encore un autre exemple avec cette horloge du musée des Beaux-Arts de Dijon, représentant le jour d'un côté, représenté par un homme, et la nuit de l'autre, représentée par une femme, avec de surcroît une chouette sur les jambes, afin de marquer un peu plus l'idée. Après, d'autres horloges sont plus poétiques dans leur symbolique, avec par exemple l'amour.
Ici, nous avons la représentation du dieu de l'amour, tenant dans sa main une couronne de laurier pour symboliser la victoire de celui-ci, mais aussi un flambeau pour la flamme de la passion, et enfin son arc accompagné de son carquois rempli de flèches d'amour. Ceci judicieusement installé dans une couronne de roses symbolisant l'amour passionné. Par rapport à la passion, justement, il faut dire que chez les Romains, on représentait le dieu de l'amour sous la forme d'un bébé potelé, le fameux Cupidon. Mais chez les Grecs, il était plus représenté sous la forme d'un ado, comme vous pouvez le voir sur cette horloge, et il portait le nom de Eros. Et c'est justement lui qui a fini par donner naissance au mot érotique. Et justement, de l'amour à l'érotisme, franchissons la frontière, car c'est aussi à cette époque que les nobles ont l'idée de commander des compartiments secrets dans leur montre-gousset, pour y cacher des choses coquines, on va dire, source d'amusement et de conversation entre hommes uniquement. A noter que dans le cas présent, le compartiment secret de cette montre-gousset en or représentait un berger et une bergère, faisant référence au genre littéraire de la pastorale, le genre le plus populaire à cette époque. Le raffinement du décor et la précision des horloges étaient un moyen d'indiquer le niveau de richesse de son propriétaire. Cette précision à l'époque n'est d'aucune utilité dans la vie courante, mais que voulez-vous, le goût du dernier cri technologique n'est pas une manie apparue à notre époque avec les derniers iPhones et compagnie. Pendant ce temps, pour la population, quand c'était pas l'horloge de l'église, on était toujours au sablier, ou alors à l'horloge à feu. Ou, comme vous pouvez le voir, il suffisait de planter une aiguille dans la bougie d'un chandelier spécialement prévu à cet effet. L'aiguille finissait à tomber quand la cire avait fondu, celle-ci reliée à un poids et à une chaîne, activant alors une cloche signalant le temps écoulé. Autre exemple de temps géré par les bougies, au théâtre à cette époque, un acte durait une bougie. Après, il fallait les changer pour ne pas finir la pièce dans le noir. Les actes étaient donc une nécessité induite par l'éclairage. La bougie mesurant le temps finissant même dans le langage courant, avec l'expression « le jeu n'en vaut pas la chandelle ». En effet, pour participer aux frais d'une soirée, l'usage était à l'époque que les joueurs laissent quelques pièces de monnaie au propriétaire de la bougie. Mais lorsque les gains du jeu étaient trop faibles, ils ne couvraient même pas le prix de la chandelle qui avait éclairé les joueurs durant la partie de cartes. D'où « le jeu n'en vaut pas la chandelle ». On peut également faire le parallèle avec de l'autre côté du monde en Asie, les bâtons d'encens dans les maisons closes. On payait alors le temps passé en achetant des bâtons d'encens qui se consumaient l'un après l'autre, permettant ainsi de mesurer le temps passé avec une charmante compagnie, on va dire. La petite chose à savoir, c'est que les bâtons d'encens étaient également utilisés dans le cadre de la vie religieuse. Il était alors de bon ton pour le mari qui se faisait taper dessus en rentrant à la maison par sa femme, comme quoi il avait été à la maison close, de se défendre, targuant alors qu'il avait été prié au temple. Mais revenons à la science, avec le prochain grand objectif de l'horlogerie qui est la conquête de la seconde. Et c'est la géopolitique qui va pousser à la conquête de celle-ci, car nous sommes arrivés à l'époque où les puissances européennes se mettent à coloniser le monde. Et pour coloniser le monde, il faut des bateaux. Et quand on est sur les bateaux, il faut calculer sa position pour savoir où on est. Pour cela, on utilise une technique. Au milieu de l'océan, quand le soleil est à midi pile au-dessus de sa tête, le capitaine comparait alors le décalage horaire avec son lieu de départ. Grâce à cela, il peut calculer sa position. C'est ce qu'on appelle la longitude. Plus l'horloge est précise, plus le capitaine connaît avec précision sa position. Et cette catégorie d'horloge est ce qu'on appelle un chronomètre de marine. Le premier véritable chronomètre de marine fut le résultat des efforts acharnés d'un seul homme, John Harrison. Après plus de 31 ans d'essais, de travail, de recherche, il a réussi à mettre au point un nouvel alliage de métal insensible au changement de température. Et pour réduire au maximum le frottement des mécanismes, il a l'incroyable idée de poser entre les pièces de métal sur leur axe des pierres précieuses. Pour info, on utilise ça toujours aujourd'hui dans l'horlogerie de luxe avec ce qu'on appelle des rubis artificiels. Il faut dire qu'en plus, c'est plus joli. Le chronomètre de Harrison résiste si bien au mouvement et à toutes les contraintes qu'il a moins de 2 minutes d'écart entre l'Angleterre et les Indes.
cette technologie va révolutionner l'art de la navigation maritime et plus tard aérienne. Au cours du 19e siècle, l'industrialisation de l'horlogerie permet petit à petit à tous de posséder une horloge ou une pendule. Le meilleur exemple du début de cette démocratisation est l'horloge comtoise. Des horloges très populaires. Durant des générations, elles ont rythmé le temps dans presque toutes les fermes de France. Souvent offertes comme cadeau de mariage, elles constituaient un cadeau de qualité. Précise, fiable, solide dans le temps et d'un prix relativement accessible. Sa sonnerie rythmant ainsi le quotidien d'une famille du lever au coucher du soleil. De nombreuses comptoises ont également été exportées vers d'autres pays d'Europe, et même plus loin, jusque dans l'Empire ottoman ou en Thaïlande. La présence chaleureuse des comptoises dans les foyers est due à leur tic-tac régulier et à la forme du meuble imposant qui l'abrite. Leur fronton en laiton coulé est aussi chargé de symbolique, à l'image de la représentation du dieu grec du temps, Chronos, avec sa faux. Car dans la mythologie grecque, c'est lui qui a appris l'agriculture aux hommes et la faux servant à faire les moissons une fois par an, se reliant donc à l'idée du temps qui passe. La chose étant également renforcée par le soleil au sommet et le thème floral autour représentant la renaissance de la nature. Mais d'autres représentations étaient plus politiques, à l'image de ce cadran à l'effigie de Napoléon, où on peut le voir entouré d'une couronne de lauriers, symbole de victoire, mais aussi de drapeaux, possiblement arrachés à l'ennemi, et de canons à la base du socle sur lequel il est représenté, le tout encadré par des aigles impériaux. Il est possible que le socle et les canons fassent référence à la colonne Vendôme, constituée du bronze de 530 canons autrichiens et russes pris à l'ennemi, soit 180 tonnes. Au départ, dans les villes, on fixait l'heure en fonction des astres, ce qui faisait que chaque ville avait sa propre heure. Pour vous donner un exemple, on fixait alors toujours les départs de diligence au lever du soleil plutôt qu'à une heure précise. Puis, l'heure a été fixée par région à partir du cadran solaire de sa préfecture. Ainsi, quand vous changiez de région, il fallait changer d'heure. L'uniformisation du temps en France apparaîtra avec le chemin de fer, qui oblige à synchroniser les horloges d'un pays entier. Ça permet de faire travailler tous les trains à la même cadence, dynamisant l'économie et le développement du pays, tout en évitant les accidents. Nous en France, on est tous sur l'heure de Paris. Et pour éviter de se tromper, on s'est remis à compter en 24 heures. Du coup, plus de risque de se tromper entre 1h et 13h. À l'heure de la séparation de l'Église et de l'État, les gares se révèlent alors être de véritables cathédrales laïques du progrès, se substituant aux clochers pour donner l'heure. En effet, le temps n'est plus rythmé par les cloches d'église dans les villes, mais par les sirènes d'usine avec la mesure du temps de travail et de la productivité. Un autre symbole de cette révolution industrielle, c'est en 1882 que les montres portatives prennent le nom de gousset, le nom venant de la poche du veston. Et n'oublions pas les fameux réveils, qui n'étaient pas toujours mécaniques. En effet, à cette époque, un métier consistait à taper sur les carreaux des fenêtres pour réveiller les occupants contre quelques piécettes. Là où les riches commençaient à pouvoir s'acheter des montres avec des comptes secondes, la première montre populaire est suisse et elle est apparue en 1868. C'est une montre robuste et précise à la portée de toutes les bourses. La montre Roscoff est passée dans l'histoire sous le nom de montre du pauvre et a fait l'objet dès les années 20 d'une production industrielle, au point de devenir le mécanisme le plus exporté de Suisse, jusqu'à 35 millions de pièces dans les années 1970. Les premières années du XXe siècle apportèrent également une nouvelle innovation pour les montres, cette innovation venant de l'aviation avec l'apparition de la montre bracelet, à la demande du pionnier de l'aviation Santos Dumont. En effet, difficile de piloter et de voir l'heure en sortant la montre de la poche. En 1927 est inventé un nouveau mécanisme d'horlogerie qui fera disparaître l'horlogerie mécanique. C'est l'horloge à quartz. Elle marche grâce à une nouvelle technologie, l'électronique.
qui est la science du traitement des signaux électriques, le quartz étant juste une pièce. Mais sa taille est alors plus proche d'un réfrigérateur que d'une montre-bracelet. Les horloges mécaniques ne sont alors plus à l'ordre du jour sur le plan de la précision. En la matière, l'horloge à quartz a constitué un véritable progrès, devenant au fil des ans toujours plus précise et compacte. En 1880, Pierre Curie avait découvert que le quartz se déformait quand on y passait de l'électricité. Cette capacité en fait un matériel intéressant pour la construction d'horloges, car lorsque le quartz est électrifié, il va se déformer et vibrer toujours de la même façon, cette cadence faisant office de super balancier. Par un simple calcul de cette vibration, en la divisant suffisamment, on obtient alors une seconde très précise. Pour faire simple, on remplace le mouvement du pendule de la comptoise par la vibration du quartz électrifié et l'énergie du poids par l'électricité avec la pile. Résumons. La pile fournit l'énergie électrique au quartz qui se met à vibrer. La pile fournit l'énergie électrique au circuit électronique qui calcule la vibration du quartz pour en faire une seconde. Le circuit électronique peut donc, en conséquence, commander la bonne vitesse au moteur qui fait tourner les aiguilles. Le moteur étant également alimenté par cette même pile électrique. La précision obtenue est 10 fois plus importante que le meilleur des mécanismes d'horlogerie mécanique. Nous sommes donc passés comme principe du mouvement de l'ombre au mouvement par écoulement, puis au mouvement par rouage, pour en venir au mouvement des électrons, avec le calcul de signaux électriques. Pour ce qui est de l'énergie, nous sommes donc passés du Soleil à la gravité, puis au ressort, pour en venir enfin à l'électricité. Pour ce qui est du régulateur, nous sommes passés du troisième réservoir de la clepsydre et du diaphragme du sablier au balancier de type pendule, puis au balancier de type folio, suivi de son évolution le type folio avec ressort, pour en venir au balancier à quartz relié à un calculateur, le terme scientifique étant oscillateur électronique à quartz. La première montre bracelet à quartz, fabriquée par les Japonais, provoqua la crise des horloges mécaniques. À titre d'exemple, entre 1970 et 1988, l'emploi dans l'horlogerie suisse est passé de 90 000 à 28 000 personnes. Toute cette révolution technologique a été possible grâce à une invention majeure, le transistor. Dans la première horloge à quartz, ce qui faisait des calculs, c'était des tubes électroniques. Ces tubes consommaient beaucoup d'électricité, chauffaient beaucoup et étaient très fragiles. Ils ont été remplacés par le transistor, pas cher, plus solide, beaucoup plus petit et qui consomme peu. Dans la montre à quartz, il est tellement petit qu'il est presque invisible et recouvert sous une goutte de plastique pour le protéger. C'est lui qui calcule la vibration du quartz pour en faire des secondes, en divisant la fréquence, c'est-à-dire le nombre de battements du pendule. On a continué à rendre les transistors toujours plus petits, jusqu'à arriver à en faire tenir plein dans une toute petite boîte en plastique. C'est la puce électronique. Le transistor et la puce ont rendu possible aussi de nouvelles formes d'affichage, terminant de mettre au rebut une technologie s'étant développée pendant plus de 6 siècles. La montre à quartz est l'un des symboles de la révolution numérique. Numérique, c'est-à-dire qu'on utilise une méthode où toutes les informations sont codées avec des chiffres. Ces chiffres prennent la forme de signaux électriques. Ces signaux passent ensuite par des calculateurs électroniques, qui sont en fait des groupes de transistors miniatures qui vont traduire pour nous les informations automatiquement. C'est l'apparition de l'informatique, qui vient de la contraction des mots information et automatique, donnant informatique. À la suite du choc pétrolier de 1973, l'heure d'été est rétablie
Il s'agit d'effectuer des économies d'énergie en réduisant les besoins d'éclairage en soirée. La mesure doit d'abord être provisoire et ne durer que le temps du choc pétrolier. On parlait alors d'horaire d'été et d'horaire d'hiver. Le changement d'heure est introduit dans l'ensemble des pays de l'Union européenne au début des années 80 pour faciliter les transports, les communications et les échanges. Le changement d'heure se fait aujourd'hui de façon automatique grâce à l'informatique. Toutes les horloges connectées à Internet, c'est-à-dire aux autres ordinateurs, se remettent parfaitement à l'heure en même temps, car elles reçoivent le temps calculé par la dernière évolution de l'horlogerie, l'horloge atomique. Cette fois-ci, le pendule de la comptoise est remplacé non pas par la vibration d'un morceau de quartz, mais par la lumière émise par le clignotement d'un atome. Cet atome s'appelle le césium. Le césium, c'est un métal liquide qui prend feu et qui ronge comme de l'acide. On doit le rendre très froid pour l'immobiliser. Si on cherche à l'immobiliser par le froid, c'est parce que plus un atome est chaud, plus il se secoue vite, plus il est froid, plus il se secoue lentement. Une fois assez froid, le césium vibre suffisamment lentement pour que l'on puisse, avec un laser, compter le nombre de fois que l'atome clignote par seconde. Pour info, c'est plus de 9 milliards de fois par seconde. Ce clignotement en fait l'horloge la plus précise de l'histoire, car tous les atomes de césium clignotent partout en même temps de la même façon sur la Terre, d'où l'idée de temps universel. Nous avons donc comme principe le calcul de signaux lumineux, avec comme énergie l'électricité alimentant notamment le laser, et comme régulateur ce qu'on pourrait qualifier pour faire simple de balancier de type atome relié à un calculateur. Avec la miniaturisation de l'informatique, on a été capable de créer des téléphones portables fonctionnant grâce à des ondes. Aujourd'hui, on a été capable de mettre de véritables ordinateurs dans les téléphones qui sont, grâce aux ondes, connectés à Internet, et donc à l'horloge atomique. Mais il faut le sortir de la poche pour avoir l'heure, comme dans le temps les montres Gousset. C'est pour ça qu'après le téléphone ordinateur, l'ordiphone on va dire, a été inventée la montre ordinateur, qu'on pourrait appeler ordi-montre, même si le vrai nom c'est montre connectée. Pour clore cette série sur l'horlogerie, résumons avec l'organisation temporelle d'une ville à travers le temps. Durant l'Antiquité, c'était le soleil. Du Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe siècle, c'était les cloches d'église. Du 19 au 20e siècle, c'était les sirènes d'usine. Et depuis le 21e siècle, c'est l'ordiphone qu'on appelle le smartphone. Enfin, je peux vous dire que le temps est votre capital le plus précieux, car c'est la seule chose qui ne s'achète pas. Et il est limité, car la vie passe et le temps s'enfuit. Alors, employez-le avec soin.